Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Alors, l'événement tech du moment, difficile de passer à côté, hein, c'est le lancement mondial de la Nintendo Switch 2. C'était ce 5 juin 2025. Oui, grosse effervescence. Des images de files d'attente un peu partout, Tokyo, New York. C'est ça. Et malgré un prix qui fait déjà un peu jaser. Clairement. Notre source aujourd'hui, c'est un rapport d'analyse assez pointu qui couvre vraiment tout. La console elle-même, les jeux, les premières ventes, la stratégie de Nintendo. Un document très complet, oui. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter l'essentiel. Qu'est-ce qui change vraiment avec cette Switch 2 ? Comment le marché réagit ? Et puis, quels sont les enjeux pour Nintendo ? C'est un lancement, on peut dire, sous haute tension. Le prix, déjà, 449,99 € chez nous en Europe. Ah oui, quand même. C'est une sacrée augmentation par rapport à la première Switch. Exactement. La première était à 299 $ à sa sortie. Et là, le pack avec le nouveau Mario Kart World, il grimpe même à 499,99 $ aux États-Unis. D'accord. Et ça se vend malgré tout Les échos parlent de précommande chaotique, donc une très forte demande initiale. Surtout des fans de la première heure, on imagine. Ceux qui sont peut-être moins regardants sur le prix. Du moins au début. Mais Nintendo a promis un approvisionnement stable. Ils veulent éviter les pénuries qu'on a connues par le passé. Logique. Alors, cette montée en gamme, ce prix plus élevé, qu'est-ce qu'il justifie sous le capot ? On parle beaucoup d'une nouvelle puce Nvidia customisée. Oui, nom de code Drake ou ONCE, basé sur l'architecture Ampere d'Nvidia. Et concrètement, pour le joueur, ça apporte quoi ? Principalement, un vrai bon graphique. On parle de capacités comme le ray tracing. Ah oui, le fameux ray tracing. Voilà. Pour des lumières, des reflets beaucoup plus réalistes. Et le HDR aussi, pour des couleurs plus vives, plus nuancées. D'accord. Et niveau mémoire, stockage ? Ça suit. On passe à 12 Go de RAM, type LPDDR-X, c'est rapide. Et 256 Go de stockage interne. Le double de la Switch OLED, c'est ça ? C'est ça. Et c'est plus rapide aussi. Extensible via des cartes micro SD Express, les nouvelles, jusqu'à 2 Tera. Donc, moins de temps de chargement, plus de classe. C'est appréciable. Et l'écran, il suit cette montée en gamme ? Plus grande, meilleure résolution ? Oui, l'écran passe à 7,9 pouces. Toujours LCD, par contre, pas d'OLED sur le modèle de base. Ah, d'accord. Mais il passe en 1080p, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et il est compatible HDR, donc image plus nette, plus fluide en mode portable. Et en mode docké sur la télé ? Là, la console peut sortir jusqu'à du 4K à 60 Hz, voire potentiellement 120 Hz avec le VRR. Le taux de rafraîchissement variable. Ah, intéressant ça. Même si, attention, cette fonction VRR sur un écran externe n'est pas dispo au lancement, d'après le rapport. Mais la capacité est là. Le dock a été repensé aussi, avec un port Ethernet enfin intégré et une meilleure ventilation, sûrement pour gérer la 4K. Et Wi-Fi 6 pour de meilleures connexions sans fil. D'accord, donc une belle évolution technique. Mais la Switch, c'est aussi beaucoup ses manettes. Les Joy-Con 2, ils apportent quoi de neuf, à part l'attache magnétique dont on a beaucoup entendu parler ? Oui, l'attache magnétique, c'est plus pratique, moins de jeux, à voir à l'usage. Mais il y a d'autres choses. Déjà l'ergonomie. Les boutons SL et SR sur la tranche sont plus grands. Les sticks analogiques ont été améliorés aussi. Et le HD Rumble ? On passe au HD Rumble 2. A priori, un retour haptique, plus fin, plus précis. Mais la grosse nouveauté, c'est peut-être le nouveau bouton C pour Game Chat. Game Chat ? C'est-à-dire ? C'est une fonction sociale intégrée. Chat vocal, partage d'écran, même via webcam, directement depuis la console, sans passer par une app sur smartphone. Ah, ça c'est malin. Ça manquait un peu chez Nintendo. Carrément. Il y aura un essai gratuit inclus, mais après ça demandera un abonnement Nintendo Switch Online. Ça intègre cette fonction dans leur modèle payant. D'accord. Et d'autres nouveautés sur ces Joy-Con ? Oui. Il y a un capteur optique sous le Joy-Con droit. Posé à plat, il peut servir de pointeur. Un peu comme une souris gyroscopique. Ça pourrait ouvrir des idées de gameplay. Intéressant. Et la question que tout le monde se pose, qui du Drift, ils ont mis des capteurs à effet Hall cette fois ? Alors non, d'après le rapport, toujours pas de capteur à effet Hall. Mais Nintendo insisterait sur une conception revue pour améliorer la durabilité. À vérifier sur le long terme, évidemment. Bon, on croise les doigts. Ce Game Chat intégré, quand même, ça change pas mal la donne pour l'écosystème Nintendo, non ? Souvent vu comme plus fermé. Oui, c'est un vrai pas vers plus d'intégration sociale online. Et côté jeu alors ? Au-delà du fameux Mario Kart World, en monde ouvert, qui est le titre phare du lancement, Oui, très attendu, celui-là. le catalogue de lancement est assez solide. On trouve des portages comme Street Fighter 6, Cyberpunk 2077... Ah oui, des gros titres tiers. Exactement. Et surtout, Nintendo joue la carte de la continuité.
La rétrocompatibilité avec les jeux Switch 1 est annoncée comme quasi totale. Ah, ça c'est une excellente nouvelle. Physique et numérique, hein? Oui, les deux. Cartouches et jeux téléchargés. Les exceptions seraient rares. Quelques applications de streaming, le kit Labo VR en carton, des choses assez spécifiques. Il y aurait environ 200 titres, souvent anciens ou plus obscurs, avec des problèmes mineurs, mais des correctifs sont attendus. Et il y a aussi ces Switch 2 Edition. Des versions améliorées. C'est ça, pour des gros succès comme Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Certaines seront payantes, autour de 10 € apparemment, mais beaucoup d'autres jeux comme Pokémon ou Mario Odyssey auront des mises à jour gratuites pour profiter de la nouvelle puissance. C'est plutôt une bonne approche. Et pour les fans de longue date, l'arrivée des jeux GameCube sur le Nintendo Switch Online. Oui, via l'Expansion Pack, des titres comme The Wind Waker HD, F0GX, c'est un argument fort pour l'abonnement. Et des améliorations sont aussi prévues pour les jeux N64 émulés. Mais ce qui m'intrigue le plus, personnellement, ce sont ces cartes de jeux virtuelles mentionnées dans le rapport. On pourrait prêter ou même revendre ces jeux numériques. Alors ça, c'est potentiellement énorme. C'est l'innovation la plus disruptive peut-être. L'idée serait de permettre une forme de prêt et de revente de jeux numériques, mais dans un cadre bien défini par Nintendo, bien sûr. C'est une initiative très pro-consommateur dans un débat constant sur la propriété numérique. Stratégiquement, c'est aussi très malin pour Nintendo. Ils en avaient besoin. Disons qu'avant ce lancement, les ventes de la Switch 1 commençaient logiquement à baisser, les bénéfices aussi, même si, attention, la console a dépassé les 152 millions d'unités vendues, c'est colossal. Oui, un succès phénoménal. Mais l'objectif pour la Switch 2, c'est quoi? 15 millions la première année fiscale, c'est ça? C'est ambitieux. Avec ce prix plus élevé, non? C'est ambitieux, mais c'est comparable au début de la première Switch en termes d'unités. Le prix, c'est clair. C'est un facteur limitant. Nintendo le reconnaît dans sa stratégie, d'après le report. L'idée semble être de maximiser la valeur par console vendue. Une stratégie premium, en quelque sorte. Voilà. Et pour ne pas laisser tomber l'énorme base installée et ceux qui sont plus sensibles au prix, ils maintiennent la Switch 1 sur le marché. Ils visent encore 4,5 millions de Switch 1 cette année. Ah d'accord. Une stratégie double plateforme, en fait. Exactement. Pour assurer une transition en douceur et couvrir différents segments de marché. C'est assez logique. Donc, si on résume, la Switch 2 arrive avec de sérieux arguments techniques, des Joy-Con plus polyvalents, avec cette fonction Game Chat qui intègre le social, une stratégie logicielle qui mixe habilement nouveautés, grosses licences, rétrocompatibilité quasi totale et le retour des classiques GameCube. Plus cette idée intrigante des cartes de jeux virtuelles. C'est un package solide. Mais le défi majeur reste le prix, donc convaincre les possesseurs de Switch 1 et les nouveaux joueurs de passer à la caisse pour ce modèle à 450 €. Tout à fait. La cohabitation avec la Switch 1, c'est la réponse pragmatique de Nintendo face à ce défi. Ça segmente leur offre, en attendant peut-être des baisses de prix ou des modèles différents plus tard. Et ça nous laisse avec une dernière question, un peu provocatrice peut-être. Ces fameuses cartes de jeux virtuelles, est-ce que ça va rester une expérimentation propre à l'écosystème Nintendo ou est-ce que ça pourrait être le début de quelque chose de plus grand? Une remise en question de la propriété numérique dans toute l'industrie du jeu vidéo? C'est la grande question. Est-ce que ça va faire bouger les lignes chez Sony, chez Microsoft, sur PC, ou est-ce que ça restera une Nintendo difference? Très intéressant à suivre. De quoi réfléchir après ce deep dive. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.